J'ai trouvé les billets de théâtre et de concert que mon mari achetait pour sa maîtresse avec notre carte commune. Il m'a dit qu'il partait en séminaire d'entreprise à Lyon pour 3 jours, alors que je tenais dans mes mails la preuve qu'il était à l'Opéra Garnier à Paris, assis à côté d'une femme dont je ne connaissais même pas le nom. Le silence dans la cuisine était si lourd qu'il en devenait presque matériel, une chape de plomb qui écrasait mes poumons et me coupait toute velléité de crier. Si vous écoutez ceci, si vous traversez vous aussi ce genre de zone d'ombre où le sol se dérobe, je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout, de vous abonner à cette chaîne et de partager cette confession, car c'est en brisant ce silence que je reprends, pièce par pièce, le contrôle de ma propre existence. Laissez un commentaire, dites-moi si vous avez déjà ressenti ce froid glacial qui vous remonte le long de la colonne vertébrale, ce moment précis où une vie entière bascule dans l'absurde. Je m'appelle Élise. J'ai 34 ans, je vis dans un appartement du 17e arrondissement que nous avons mis 3 ans à décorer, à chérir, à transformer en ce cocon que je croyais impénétrable. Avec Marc, nous étions le genre de couple que les amis nous enviaient, le couple solide, celui qui traverse les tempêtes sans jamais vaciller, ou du moins, c'est ce que je me racontais chaque matin en préparant son café, en savourant le parfum de son sillage avant qu'il ne disparaisse derrière la porte. J'aimais sa manière de vérifier que j'avais bien mes clés, cette attention presque rituelle qui me rassurait, cette sécurité qu'il m'offrait comme un rempart contre le reste du monde. Marc, c'était l'homme qui ne laissait jamais un verre traîner, l'homme qui, le soir, s'asseyait près de moi sur le canapé en cuir beige pour regarder des films d'auteur dont je finissais par m'endormir sur l'épaule, bercé par la certitude que tout était à sa place. Pendant des années, j'ai cru que le bonheur était une ligne droite, un contrat tacite où la loyauté était la monnaie d'échange. Je travaillais dans la communication, je courais après les délais, je gérais le quotidien avec une rigueur toute française, entre les courses chez le primeur de la rue et les dîners improvisés avec des amis communs. Rien ne laissait présager que, sous la surface polie de nos échanges, sous ce vernis de perfection domestique, une lézarde s'élargissait, imperceptible. Il y avait des signes, bien sûr, des petits riets que j'ai balayés de revers de main par pur déni. Pourquoi s'inquiéter quand un homme change soudainement de parfum? Pourquoi s'alarmer quand il commence à verrouiller son téléphone avec une fébrilité nouvelle, le tournant systématiquement face contre table dès qu'il entre dans une pièce? Je me disais, avec une naïveté qui me semble aujourd'hui risible, qu'il était stressé par sa promotion, qu'il cherchait une forme d'échappatoire dans des jeux vidéo ou des applications de sport qu'il ne maîtrisait pas encore. J'évoquais des excuses pour justifier ses absences, pour justifier ce regard absent qu'il portait sur moi parfois, comme s'il cherchait à cacher un secret encobrant derrière ses pupilles sobres. J'étais une femme amoureuse, et l'amour, à ce stade, ressemblait étrangement à une cécité volontaire. Je voulais croire en lui, parce que croire en lui, c'était croire en moi, c'était valider mes choix, mon mariage, mon investissement total dans cette vie à deux. Puis, il y a eu ces relevés bancaires, une anomalie d'abord, un débit de 72 € chez un fleuriste de luxe, un mardi après-midi, alors qu'il m'avait assuré être en pleine réunion de crise dans les bureaux de la Défense. Je ne suis pas une femme suspicieuse par nature, je ne fouille pas, je ne vérifie pas, je ne suis pas de celles qui jouent les inspectrices. Mais l'incohérence était là, écrite en chiffres noirs sur un faux blanc immaculé. J'ai tenté de lui en parler ce soir-là avec une légèreté faite en préparant son plat préféré, ce risotto aux asperges qu'il affectionnait particulièrement. Il m'a regardé avec un sourire si sincère, si désarmant, qu'il m'a fait douter de ma propre santé mentale. Il m'a expliqué qu'il s'agissait de cadeaux pour une collaboratrice qui partait en retraite, une attention nécessaire, un protocole d'entreprise. Je l'ai cru. Comment aurais-je pu ne pas le croire? Il avait cette voix, ce timbre profond qui a toujours été mon encre. Mais le doute, une fois planté, est une mauvaise herbe qui ne demande que peu d'eau pour envahir tout le jardin. Les petits débits ont continué sporadiques, énigmatiques. Des restaurants, des billets de train pour des villes où il n'avait aucune mission officielle, et en fait ces places de théâtre. C'était un mercredi, une journée grise, pluvieuse, de celle qui vous faut aimer votre intérieur. Je rangeais les papiers dans le dossier commun, ce fameux dossier que nous gérions comme des partenaires, sans jamais imaginer qu'il puisse devenir le théâtre d'une trahison méthodique. En feuilletant les tickets dématérialisés qu'il avait imprimés par erreur, ou par une forme du bris qui lui faisait croire qu'il était intouchable, j'ai vu les dates. Le 14 février, le 12 mars, le 2 avril. Des dates qui correspondaient à nos anniversaires, à des soirées où il m'avait dit être retenu par le travail. Chaque billet représentait 2 places. 2 places côte à côte au centre du parterre dans les rangs les plus prisés. La colère n'est pas arrivée tout de suite.
Ce fut d'abord un engourdissement total, comme si mon sang s'était transformé en glace. Je voyais les noms des pièces, des classiques qu'il m'avait toujours promis de voir avec moi. Il les avait vus, mais pas avec moi. Il avait pris notre argent, l'argent de nos économies, l'argent que nous mettions de côté pour notre projet de maison dans le sud, pour emmener une autre femme dans des lieux où nous aurions dû être ensemble. Le mépris, c'est sans doute ce qui fait le plus mal. Pas seulement l'adultère, mais le vol de nos souvenirs potentiels. Il avait construit une vie parallèle avec les ressources de notre vie commune, comme si j'étais la garante de son confort tandis qu'une autre était la destinataire de ses moments de grâce. Je me souviens avoir caressé la feuille de papier, le toucher du laser sur le papier glacé, et avoir ressenti une nausée physique. Est-ce qu'elle savait? Est-ce qu'elle pensait qu'il était célibataire? Ou pire, est-ce qu'elle riait de moi, de mon ignorance, de ma confiance aveugle? J'ai posé le document sur la table de la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. Le mode extérieur continuait sa course, indifférent à mon effondrement. Des gens passaient sur le trottoir, certains pressés, d'autres flânants, tous habités par leur propre drame, leurs propres petits mensonges, leurs propres secrets. J'ai réalisé à ce moment-là que j'étais en train de vivre le cliché le plus banal, le plus sordide de l'histoire conjugale. Je ne voulais pas être une victime, je ne voulais pas être celle qui attend en pleurant. Mais que fait-on quand on découvre que la réalité est un décor en carton-pâte qui vient de s'écrouler sous nos pieds? La soirée a suivi son cours comme si rien n'avait changé. Il est rentré à 20h, il a embrassé mon épaule avec cette désinvolture que je prenais autrefois pour de la tendresse. J'ai dû respirer, stabiliser mon rythme cardiaque, m'assurer que mes mains ne tremblaient pas trop. J'ai continué à préparer le dîner, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage cherchant désespérément une issue. Il parlait de sa journée, du client qui lui avait donné du fil à retordre, de ce déjeuner interminable dans un bistrot du quartier. Je l'écoutais avec une attention décuplée, analysant chaque mouvement de ses lèvres, chaque inflexion de sa voix, cherchant le moindre signe de mensonge, la moindre fissure dans son masque de convenance. Il était si naturel. C'était cela le plus effrayant, sa capacité à mentir sans ciller, à tisser une réalité alternative avec une aisance déconcertante. J'ai compris alors que ce n'était pas un accident, pas une erreur de soir, pas une faiblesse passagère. C'était une double vie, une stratégie, une organisation qui demandait du temps, de l'énergie, de l'investissement. Combien de temps cela durait-il? Des mois, des années. Est-ce que cette femme avait un visage, une odeur, une voix? Est-ce qu'il lui parlait de moi avec ce ton condescendant qu'on réserve aux épouses délaissées? Ou bien m'effaçait-il complètement de sa narration, comme si je n'avais jamais existé? Le doute devenait un parasite. Je ne voyais plus que le vide, l'absence de profondeur dans nos échanges. Plus tard dans la soirée, alors qu'il était sous la douche, j'ai pris son téléphone. Je ne l'avais jamais fait auparavant. C'était une ligne que je m'étais toujours refusé à franchir, une question de respect, d'éthique, de dignité. Mais à quoi sert la dignité quand on a déjà été dépouillé de la vérité? Le code était resté le même. Le tiroir s'est ouvert sur une réalité crue, brutale. Des messages, des photos, des preuves irréfutables d'une complicité que je n'avais même pas osé imaginer. Les dates, les lieux, les mots doux qu'il m'avait réservés étaient maintenant la propriété d'une autre. Elle l'appelait mon amour, et il répondait avec la même intensité, avec cette fougue que je croyais était entre nous. J'ai vu une photo prise dans une loge, le reflet dans un miroir, leur visage si proche, si intime. J'ai vu le message qu'il avait envoyé 10 minutes après notre départ de la maison, « Hâte de te retrouver ». C'était comme si quelqu'un m'enfonçait un couteau dans le ventre et tournait la lame lentement. Il n'y avait pas de place pour le doute, seulement pour une certitude cinglante qui me brûlait les yeux. J'ai reposé l'appareil exactement là où il l'avait laissé, avec une précision chirurgicale. Je suis retournée dans le salon, je me suis assise dans le fauteuil, et j'ai attendu. J'ai attendu qu'il sorte, qu'il s'essuie, qu'il s'habille. J'ai attendu d'entendre ses pas sur le parquet, le bruit du verrou, le son de sa respiration. Quand il est apparu dans l'encadrement de la porte, une serviette nouée autour de la taille, l'air détendu presque satisfait, il a croisé mon regard. Et là, une chose étrange s'est produite. Une calme souveraineté a pris possession de moi. Je n'avais plus envie de hurler, plus envie de pleurer. J'ai compris qu'il ne méritait ni ma colère, ni mon désespoir. Il méritait seulement que la vérité soit mise en lumière froidement, sans phare, sans concession. Il a souri, ce sourire qui m'avait tant séduite, et m'a demandé ce qu'il y avait pour le dîner. Je l'ai regardé fixement, chaque seconde semblait durer 1 heure. J'ai senti le poids du silence remplir l'espace, étouffant les bruits de la rue, le ronronnement du réfrigérateur, le battement de mon propre cœur. Il a froncé les sourcils, sentant peut-être que l'atmosphère avait changé, que l'air était devenu électrique, irrespirable. Il a fait un pas vers moi, une main tendue, un geste de réconfort factice. Je me suis levée. J'ai pris le dossier posé sur la table, ce dossier avec les preuves, les dates, les billets de théâtre. Je l'ai posé devant lui sans dire un mot,
Son visage a changé en une fraction de seconde. Le sourire s'est figé, ses yeux ont cherché une issue, une explication, un mensonge, n'importe quoi qui puisse reconstruire le château de cartes qu'il venait de voir s'effondrer. Il a bégayé, il a essayé de saisir le papier, de nier l'évidence, mais les mots ne sortaient plus. C'était pathétique. C'était la fin d'une ère, la fin de cette vie que j'avais construite, et le début de quelque chose dont je ne connaissais pas encore les contours, mais qui, je le sentais, serait irréversible. Je n'ai pas attendu ses excuses, je n'ai pas attendu ses justifications. J'ai senti que la seule issue était de prendre les devants, de sortir de cette impasse dans laquelle il m'avait enfermé, de reprendre possession de mon histoire, de mon destin. Mais avant que je puisse prononcer la moindre phrase, avant que je puisse lui dire ce que j'avais sur le cœur, il a fait quelque chose que je n'avais absolument pas prévu, quelque chose qui a tout fait basculer dans une dimension encore plus sobre. Quelque chose qui m'a fait comprendre que je ne connaissais pas du tout l'homme avec qui je partageais mon existence depuis toutes ces années, et que le piège dans lequel j'étais tombée était bien plus vaste, bien plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Le silence est revenu, mais cette fois-ci, c'était un silence de menace. Un silence qui annonçait une tempête que je ne suis pas sûre de pouvoir traverser seule. Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai vu un inconnu. J'ai vu un prédateur démasqué, quelque prêt à tout pour protéger son secret. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris que ma vie, telle que je la connaissais, venait de s'arrêter définitivement. Il a reculé de pas lentement, comme s'il s'éloignait de la scène de crime. Ses yeux, d'ordinaire si familiers, si rassurants, se sont vidés de toute chaleur pour ne laisser place qu'à une froideur analytique, presque mécanique. Ce n'était plus le Marc avec qui je partageais mes réveils, le Marc qui aimait le café serré et les balades dominicales au jardin du Luxembourg. C'était une strate de lui-même que j'ignorais totalement, une cuirasse forgée dans le mensonge et l'habitude de la dissimulation. Il a passé une main dans ses cheveux encore humides, un geste qu'il faisait quand il était sous pression, mais cette fois-ci, il n'y avait aucune once de regret dans ses traits, aucune supplique, aucun désir de réparation. Il a simplement déposé son téléphone sur le buffet avec une lenteur calculée, un geste qui, dans le silence de notre salon, a résonné comme une sentence. Ne commence pas à jouer la tragédienne, Élise. C'est la seule chose qu'il a dite. Sa voix était calme, posée presque clinique. Le contraste avec l'effondrement intérieur que je ressentais était tel que j'ai cru un instant que j'allais perdre l'équilibre. Il ne n'y est plus, il ne s'excusait pas, il validait par cette simple phrase l'existence de cette femme, de ses soirées, de ses trahisons répétées. Il venait de décréter que ma douleur était une mise en scène, un caprice. Ce fut comme si, on m'assénait un coup de poing en plein plexus, le mépris était total, absolu. J'ai senti une ode de choc parcourir mes membres, une rage froide, viscérale, qui s'est logée quelque part entre mes côtes et ma gorge. Je ne voulais pas pleurer, hors de question qu'il me voie brisée. Je me suis redressée, j'ai ancré mes pieds dans le parquet, sentant le bois craquer légèrement sous mon poids, seule preuve tangible de ma présence dans ce mode qui semblait soudain irréel. Tu trouves que c'est une tragédie? Ai-je articulé, ma voix sonnant à mes propres oreilles comme une lame aiguisée sur de la pierre. Tu as passé des mois à me mentir, à vider nos côtes pour tes frasques, à m'utiliser comme un parave, et tu oses me dire que c'est moi qui joue? Il n'a pas répondu immédiatement. Il s'est approché de la fenêtre, regardant les lumières de la ville vaciller à travers les vitres. Il semblait soudain silhouette, comme si l'appartement tout entier était devenu une prison dont il avait déjà trouvé la clé, tandis que j'étais en train de me débattre avec les barreaux. Il a fini par se retourner. Il avait une expression que je ne lui avais jamais vue, une sorte de lassitude impatiente, comme celle de professeur face à une élève qui ne comprend pas une leçon élémentaire. Il m'a dit que je ne comprenais rien à la complexité des choses, que la vie était une succession de besoins que l'on ne peut pas toujours assouvir dans le cadre étroit du mariage. C'était le discours classique, le discours du lâche, le discours de celui qui se dédouane de toute responsabilité en évoquant des concepts abstraits pour masquer sa propre médiocrité. Mais ce n'était pas suffisant, quelque chose ne collait pas. La manière dont il a réagi n'était pas celle de Marie pris en flagrant délit. C'était la réaction de quelqu'un qui s'attendait à ce que ce moment arrive, mais qui pensait pouvoir le gérer avec un simple haussement d'épaule. J'ai commencé à fouiller mentalement dans les mois passés. Les voyages à Lyon, les réunions tardives, les petits retards, tout cela a pris une nouvelle dimension. Est-ce qu'il y avait d'autres femmes? Est-ce que cette vie parallèle était une structure plus vaste, un réseau de mensonges sur lequel il avait construit sa carrière, ses relations, son image? J'ai ressenti une peur nouvelle, une angoisse qui n'avait rien à voir avec le cœur brisé. C'était la peur de l'inconnu, la peur de réaliser que j'avais vécu avec un étranger, un homme dont je ne connaissais ni les limites, ni les véritables ambitions. Je suis partie dans la chambre, sans dire un mot. Il n'a pas tenté de me retenir.
Il est resté là, dans le salon, sans doute à préparer sa prochaine ligne de défense, ou peut-être à envoyer un message à cette femme pour lui dire que le vernis s'était en fait craqueler. J'ai ouvert le tiroir de la commode, celui où nous gardions nos documents importants. Je voulais chercher autre chose, je ne savais pas quoi, mais mon instinct me disait que le dossier que j'avais trouvé n'était que la partie émergée de l'iceberg. J'ai commencé à soulever les chemises cartonnées, à vérifier chaque papier, chaque reçu, chaque contrat. Au fond d'une enveloppe épaisse, cachée derrière des documents de copropriété, j'ai trouvé un carnet. Un petit carnet noir, à la couverture en cuir souple, que je n'avais jamais vu auparavant, mes mains tremblaient si fort que j'ai moqué de le faire tomber. J'ai ouvert la première page. Ce n'était pas un journal intime, pas dans le sens classique du terme. C'était une liste, des dates, des noms, des sommes d'argent, des lieux. Et à côté de chaque nom, des annotations cryptiques, des références à des projets, à des dossiers de son entreprise, à des noms de clients que je connaissais. Mon cœur s'est mis à battre à une vitesse folle. Ce n'était pas juste de l'infidélité, c'était un registre, une comptabilité occulte. Les billets de théâtre et de concert n'étaient que des variables d'une équation bien plus sobre. J'ai réalisé que mon mari n'était pas simplement un homme qui trompait sa femme. Il était impliqué dans quelque chose d'illégal, une forme de détournement ou de corruption où les femmes n'étaient que des instruments, des accessoires de luxe offerts pour sceller des pactes, pour acheter des silences, ou peut-être pour satisfaire des besoins de partenaires commerciaux dont il ne m'avait jamais parlé. La nausée m'a repris, plus violente que la première fois. Je me suis assise au bord du lit, le carnet serré contre ma poitrine. Le mode s'effondrait, mais pas seulement mon mode domestique. C'était toute ma réalité qui se transmutait en quelque chose de dangereux. Marc était une façade, un pion, ou peut-être le cerveau d'une mécanique que je ne pouvais même pas concevoir. Je me suis souvenu de ces soirées où il revenait épuisé, se plaignant du poids de ses responsabilités, alors qu'il était en train de tisser une toile d'araignée financière et émotionnelle. Le dégoût a remplacé la peine. Je ne voyais plus un homme blessé ou un mari volage, je voyais un homme sans principe, capable de tout sacrifier sur l'autel de son ascension ou de son plaisir immédiat. J'ai entendu ses pas dans le couloir. Ils étaient lents, assurés. Il ne s'agissait plus d'une confrontation mais d'une intrusion. Il est entré dans la chambre sans frapper. Il a vu le carnet dans mes mains, et pour la première fois, j'ai vu de la panique dans ses yeux. Ce n'était pas de la peur pour nous, pour notre couple, pour l'amour qu'il m'avait juré. C'était une peur égoïste, animale. Il s'est figé, son visage passant du pâle au livide. Il a fait un pas vers moi, sa main tendue, non pas pour m'apaiser, mais pour récupérer ce qui, je l'ai compris alors, était sa condamnation. « Tu n'aurais jamais dû ouvrir ça, Élise, a-t-il murmuré. Sa voix avait changé. Elle n'était plus calme, elle était menaçante. Il y avait une pointe de danger dans son ton, une tonalité que je n'avais jamais entendue, une sorte de promesse de conséquence si je ne lui rendais pas immédiatement ce morceau de papier. La réalité est devenue glaciale. J'étais seule dans cette chambre, face à un homme qui était prêt à passer n'importe quelle limite pour protéger ce qu'il avait caché dans ce carnet. J'ai serré le carnet plus fort, le cuir s'affossant dans mes paumes. La peur m'a envahi, mais une peur lucide, celle qui vous fait comprendre que vous êtes dans un cul-de-sac. Je l'ai regardé fixement, je ne pouvais plus reculer. Si je lui donnais ce carnet, je redevenais la femme soumise, celle qui ferme les yeux pour maintenir une paix factice. Si je le gardais, je prenais le risque d'une rupture brutale, peut-être même de représailles dont je ne connaissais pas la nature. Le silence entre nous était devenu une arme, un territoire disputé. Il a fait un nouveau pas vers moi. Il était éposant, sa silhouette se découpant dans l'ombre de la porte, une ombre qui semblait s'étendre pour m'engloutir. J'ai cherché une issue. La fenêtre, le couloir, le téléphone, tout semblait silhouette. Je me suis sentie comme une proie, mais une proie qui avait découvert le secret du prédateur. Je lui ai dit, d'une voix qui, contre toute attente, ne tremblait pas, que je n'étais pas celle qu'il croyait, que j'avais assez vécu dans son ombre et que j'allais en fait sortir en pleine lumière, peu importe le prix. J'ai vu ses muscles se tendre, une veine battre sur sa tempe. Il a esquissé un mouvement brusque, une main cherchant à gripper mon poignet. J'ai évité son geste avec une agilité que je ne me connaissais pas, et je me suis dirigée vers la porte, le carnet toujours serré contre moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais il a attrapé mon épaule. La douleur était vive, brutale, mais elle a eu l'effet d'un électrochoc. J'ai compris qu'il n'y avait plus de retour possible. Le pot était brûlé derrière nous, et devant nous, il n'y avait que l'abîme. Il m'a acculé contre le mur du couloir, son souffle court, ses yeux sobres brûlant d'une fureur contenue. Il ne s'agissait plus de théâtre, plus de billets de concert, plus de trahison sentimentale. Il s'agissait de survie. Il m'a ordonné de poser le carnet, sa voix descendant dans un registre grave, presque étouffé, m'assurant que ce que je venais de découvrir ne me concernait pas, que je ne pouvais pas comprendre les enjeux, que tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait pour nous.
C'était le mensonge ultime, le dernier rempart d'un homme acculé. J'ai ri un rire amé qui a sablé le stupéfié plus que n'importe quel cri. J'ai regardé cet homme, cet inconnu qui portait le visage de mon mari, et j'ai senti en moi une force nouvelle, une résilience née du dégoût absolu. Je lui ai dit que si tout ce qu'il avait fait était pour nous, alors il avait réussi à tout détruire. J'ai vu son regard changer, passer de la menace à une forme de désespoir, un désespoir cruel, celui de l'homme qui sait qu'il a perdu le contrôle. Il m'a lâché, reculant de pas, comme s'il craignait que mon contact ne soit contagieux. Il s'est tourné vers la porte d'entrée, puis est revenu vers moi, l'air hagard. Il a pris son moto à marmonner quelque chose sur le besoin de prendre l'air, de réfléchir, de ne pas faire d'erreur irréparable. Il a ouvert la porte et l'air froid du palier s'est engouffré dans l'appartement, balayant l'atmosphère étouffante du salon. Il est parti. La porte s'est refermée avec un claquement sec, au son qui a résonné comme une libération, mais aussi comme une alerte. J'étais seule dans cet appartement que j'avais chéri, seule avec le carnet, seule avec le poids de cette découverte. Le silence était revenu, mais ce n'était plus le même. C'était un silence chargé de possibilités, de dangers, de questions sans réponse. Je me suis assise au sol, dans le couloir, le carnet ouvert devant moi. J'ai commencé à lire, à déchiffrer les noms, les dates, les montants. Ce n'était pas seulement une affaire d'adultère. C'était une affaire d'argent, de pouvoir, de manipulation qui impliquait des gens puissants, des noms que je voyais régulièrement dans les journaux, des figures de l'économie locale. Plus je lisais, plus le sol semblait se dérober sous mes pieds. Le carnet révélait non seulement ses escapades avec cette femme, mais aussi des transferts de fonds vers des comptes offshore, des noms de sociétés écrans, des dates de réunions secrètes qui corrélaient avec ses prétendus séminaires à Lyon. J'ai compris que cette femme n'était que maillon d'une chaîne beaucoup plus complexe. Elle était peut-être l'appât, ou le témoin, ou peut-être une complice dont il s'était rapproché par nécessité, ou par stratégie. Mon mari était un homme impliqué dans un système de corruption à grande échelle, un système dont il tirait profit, et dont il m'avait protégé ou isolé pendant des années. La nuit tombait sur le 17e arrondissement. La rue commençait à se parer de ses lumières orangées, contrastant avec l'obscurité qui envahissait peu à peu mon appartement. Je ne pouvais plus reculer. Chaque ligne du carnet était une nouvelle trahison, non seulement envers moi, mais envers la société, envers la loi. Que devais-je faire? Appeler la police, partir, tout abandonner et disparaître? Ou continuer à creuser, à comprendre jusqu'où allait cette toile, pour m'assurer que si je tombais, je ne serais pas la seule? L'idée de vengeance, ou plutôt de justice, a commencé à germer, une pensée froide, méthodique. Je ne serais plus la victime. J'étais devenue une observatrice, une détentrice de pouvoir que Marc ne soupçonnait pas encore totalement. J'ai entendu un bruit dans l'escalier, des pas lourds hésitants. Puis le son d'une clé qui gratte dans la serrure. Mon sang s'est glacé. Il était revenu. Ou peut-être n'était-ce pas lui. Peut-être était-ce quelqu'un d'autre envoyé par le de ses partenaires, inquiet de la disparition de ce carnet ou de ce qu'il contenait. Le Instress, qui était devenu une compagne constante au cours des dernières heures, s'est transformé en une vigilance extrême. Je me suis levée, j'ai caché le carnet dans le double fond de mon sac à main, que j'ai glissé sous le canapé. Je suis allée dans la cuisine, j'ai attrapé un couteau, le geste presque instinctif avant de le reposer, horrifiée par ma propre réaction. Non, je ne serais pas une meurtrière, mais je ne serais pas non plus une proie. La porte s'est ouverte, ce n'était pas Marc, c'était une femme. Elle était grande et élégante, vêtue d'un trench coat sobre qui semblait encore humide de la pluie. Elle a posé son regard sur moi, un regard d'une intensité troublante, presque professionnelle. Elle n'avait pas l'air surprise de me voir. Elle n'avait pas l'air surprise du chaos que Marc avait laissé derrière lui. Elle a fermé la porte derrière elle, lentement, comme si elle était chez elle. Elle a posé ses clés sur la console de l'entrée, un geste d'une assurance déconcertante. « Élise, je suppose. » A-t-elle dit, sa voix posée, sans aucune once d'agressivité. Elle m'a regardée avec une sorte de compassion faite, ce genre de compassion que l'on réserve à ceux qui sont sur le point de tout perdre. « Je ne sais pas qui vous êtes, ai-je articulé, ma voix étant à peine un murmure, mais je vous demande de quitter mon appartement immédiatement, sinon j'appelle la police. » Elle a esquissé un sourire qui n'a pas raté ses yeux. « La police, vous êtes bien sûre, Élise? Je ne suis pas certaine que ce soit une idée judicieuse, compte tenu de ce que votre mari a pu vous cacher pendant toutes ces années. Vous devriez plutôt vous demander pourquoi il est parti aussi précipitamment, et ce qu'il est allé chercher dans ce sac qu'il gardait toujours à portée de main. » Je me suis sentie vaciller. Elle savait tout. Elle faisait partie de ce mode, de ce réseau, de cette vie que je découvrais avec horreur. Qui était-elle? Une collègue, une complice? Ou la femme du théâtre, celle avec qui il partageait ses soirées et ses secrets? J'ai ressenti un mélange de terreur et de curiosité morbide. Elle a fait un pas vers moi, ses yeux parcourant la pièce, cherchant quelque chose, peut-être le carnet que j'avais pris soin de cacher.
Elle a compris que je n'étais pas aussi naïve que Marc l'avait espéré. Je ne vous laisserai pas détruire ce que j'ai construit, ai-je dit, ma voix retrouvant une once de fermeté. Ce n'est plus à lui que vous avez affaire, c'est à moi. Et je ne reculerai devant rien pour découvrir toute la vérité. Elle a ri un rire court, sec, sans aucune émotion. La vérité, Élise, c'est que vous ne connaissez même pas le début du cauchemar dans lequel vous vous êtes embarqué en épousant cet homme. Vous pensez que le carnet est votre seule arme, vous n'avez aucune idée de la puissance de ce qui, derrière Marc, tire les ficelles. Elle a fait un pas de plus, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de vrai dans son regard, de la peur pour elle-même. Marc n'était pas seulement un corrompu, il était en danger, et en me mariant à lui, j'étais devenue par extension une cible. La réalisation m'a frappée de plein fouet. Ce n'était pas seulement une affaire d'infidélité ou d'argent, c'était une question de vie ou de mort. Elle s'est approchée de la table de la cuisine, a pris un verre d'eau, et l'a bu de trait, comme si elle était exténuée par une course-poursuite dont j'ignorais tout. Où est-il, ai-je demandé, la voix étranglée par l'angoisse. Elle a reposé le verre, m'a regardé avec une étrange intensité, et a dit quelque chose qui a fait basculer ma vie dans une dimension que je n'aurais jamais cru possible. Il n'est pas parti pour prendre l'air, Élise. Il est parti pour disparaître. Et si vous ne me donnez pas ce que vous avez trouvé, vous ne le reverrez jamais, plus jamais. Et vous pourriez bien être la suivante sur la liste. Je suis restée figée, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. La liste, il y avait une liste, et mon nom était dessus. La réalité s'est transformée en une scène de film noir, mais une scène où je n'étais pas l'actrice mais la victime. J'ai regardé cette femme, cette inconnue qui venait de briser les dernières illusions que je pouvais avoir sur mon mariage. Il n'y avait aucune échappatoire. J'étais prise dans un engrenage dont je ne connaissais ni les mécanismes ni l'issue. Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait, tout en sentant que mon mensonge était cousu de fil blanc. Elle a souri, ce sourire glacial qui m'a fait comprendre que la partie ne faisait que commencer. Elle a sorti son téléphone, a tapé quelques touches, et a posé l'appareil sur la table. Une photo est apparue sur l'écran. C'était moi, prise dans la rue à la sortie de mon travail, quelques jours auparavant. J'étais observée depuis longtemps. La terreur a alors laissé place à une forme d'adrénaline pure, une énergie froide et tranchante. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, si je devais fuir ou si je devais la frotter. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus être la femme que j'étais ce matin. La Élise qui préparait le risotto aux asperges, la Élise qui croyait à la loyauté, cette femme-là venait de mourir. Ce qu'il restait, c'était une femme dépossédée de tout, mais dotée d'une arme dont ils ignoraient la dangerosité, ma propre ignorance qui m'avait permis d'observer sans être vue, et mon désir de vérité, qui était devenu ma seule raison de vivre. J'ai attrapé le téléphone sur la table, avant qu'elle ne puisse réagir, et j'ai couru vers la chambre, fermant la porte à clé. J'ai entendu ses cris, ses coups contre le bois, mais je ne les ai pas écoutés. J'ai ouvert le carnet, j'ai feuilleté les pages avec une frénésie nouvelle. J'ai trouvé des noms, des adresses, des dates. Et parmi eux une adresse à Genève, une clé de coffre, et un nom, celui du destinataire final de ces faux. Le mode s'est mis à tourner, mais cette fois, c'était moi qui tenais le centre. J'ai pris mon sac, le carnet, et je suis sortie par la fenêtre de la chambre, donnant sur l'escalier de service. J'ai descendu les marches 4 à 4, le cœur battant, chaque bruit me faisant sursauter. Je suis sortie dans la rue, dans le froid de la nuit parisienne. Les lumières de la ville semblaient soudain plus vives, plus menaçantes. J'ai marché sans but, cherchant à me perdre dans la foule, à disparaître moi aussi. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais une chose, le jeu était devenu réel. Et je ne laisserai personne, ni Marc, ni cette femme, ni les gens derrière eux décider de mon destin. Je me suis arrêtée devant une cabine téléphonique ou ce qu'il en restait sur le boulevard. J'ai hésité, la main sur le cabinet, j'avais besoin d'aide, mais qui appelait? La police, les médias, ou quelqu'un qui était lié à ce mode, quelqu'un qui pourrait comprendre les enjeux? J'ai composé un numéro que j'avais trouvé dans le carnet, un numéro étranger, un numéro qui semblait être le point central de tout ce réseau. La sonnerie a retenti, log lancinante, une fois, 2 fois, 3 fois, puis quelqu'un a décroché. Pas de voix, juste un souffle, une présence au bout du fil. J'ai dit, je possède le carnet. Je sais tout. Le silence a duré une éternité, puis une voix froide, calme, presque amusée a répondu, « Mademoiselle, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez déclenché. Restez où vous êtes, nous arrivons. » Le téléphone est devenu silencieux. J'ai lâché le cabinet qui oscillait au bout de son cordon. La peur était revenue plus forte, plus réelle. Je me suis tournée vers la rue, cherchant à voir dans les visages qui passaient, dans les voitures qui roulaient au loin, une menace, un espoir, une réponse. J'étais seule au milieu de la nuit, avec la preuve d'une trahison qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Mon mari était un pion dans un jeu dont je ne connaissais pas les règles, et j'étais, pour l'instant, la seule à posséder la carte du plateau. J'ai senti une présence derrière moi, une main sur mon épaule. J'ai sursauté me retournant avec une violence inouïe.
Ce n'était pas un tueur, pas un complice, c'était Marc. Il avait l'air épuisé, hagard, ses yeux cherchant dans les miens une lueur de reconnaissance. Il a fait un pas vers moi, ses mains levées, signe de capitulation. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Il semblait brisé, une ombre de l'homme qu'il avait été. « Qu'est-ce que tu as fait, Élise » a-t-il murmuré, sa voix tremblant de terreur. « Qu'est-ce que tu as fait en appelant ce numéro ?» Il m'a saisi par le bras, m'entraînant vers une voiture garée dans l'ombre, une voiture sobre aux vitres teintées. Il m'a poussé à l'intérieur, et avant que je puisse protester, la porte s'est fermée, et la voiture a démarré dans un crissement de pneus. J'étais à nouveau prisonnière, mais cette fois-ci, je ne savais pas par qui, ni pourquoi, ni ce qui m'attendait à la fin de ce trajet. J'ai regardé Marc, qui conduisait avec une fébrilité nouvelle, les mains crispées sur le volant. « Où est-ce qu'on va, Marc ?» ai-je demandé, ma voix trahissant une peur que je ne pouvais plus cacher. Il m'a regardé, un regard chargé de regret, de désespoir et de quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui, une peur absolue, une peur de ce qui allait arriver. « On ne va nulle part, Élise, a-t-il dit, la voix brisée par l'émotion. On essaie juste de survivre à ce que tu as déclenché. Et pour ça, je vais devoir te dire la vérité. Toute la vérité. Même si elle doit nous détruire tous les deux. » La voiture s'est engagée sur le périphérique, filant vers l'inconnu. Marc a commencé à parler, ses mots s'entrechoquant dans le silence de l'habitacle. Il m'a raconté une histoire de secrets, de trahison, d'alliances occultes, une histoire qui donnait un sens à tout ce que j'avais découvert, et qui faisait en même temps paraître mon mariage pour ce qu'il était vraiment, une mascarade, une mise en scène, une illusion destinée à masquer une réalité bien plus sobre, bien plus dangereuse. J'écoutais, incapable de réagir, incapable de comprendre si tout cela était vrai ou si c'était une nouvelle forme de manipulation. Mais alors qu'il parlait, je me suis rendu compte d'une chose, Marc n'était pas le cerveau. Il était l'instrument, le bouc émissaire, la pièce que l'on sacrifie pour sauver le roi. Et j'avais, par ma curiosité, fait de moi la suivante sur l'échiquier. Alors que nous nous éloignions de la ville, le silence est retombé dans la voiture, un silence lourd, pesant, chargé de toutes les questions que je n'osais pas poser. Marc conduisait, les yeux fixés sur la route, comme s'il cherchait une échappatoire dans le faisceau des phares. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville s'éloignant, disparaissant, comme les restes de ma vie passée. J'étais seule, avec Marc, avec le carnet, avec la vérité, et pour la première fois j'ai compris que la vérité, loin de me libérer, était en train de me condamner. La voiture a quitté l'autoroute, s'engageant sur une route départementale sobre, déserte. Marc a ralenti puis s'est arrêté sur le bas-côté dans un endroit isolé, perdu au milieu de la nuit. Il a coupé le moteur et le silence est devenu total, oppressant. Il s'est tourné vers moi, m'a regardé dans les yeux, un regard chargé de mille choses, de regrets, de désespoir, d'amour peut-être, ou peut-être juste d'une peur animale. Il a pris ma main, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la chaleur de sa peau, une chaleur qui m'a fait frissonner. « Élise, a-t-il dit d'une voix douce, presque une confidence. Il y a quelque chose que je dois te montrer. Quelque chose que je n'ai jamais osé te révéler, par peur de te perdre, et qui est, ironiquement, la seule chose qui peut nous sauver aujourd'hui. » Il a sorti un objet de sa poche, un petit objet métallique froid tranchant qui a brillé sous la lumière blafarde du plafonnier. Ce n'était pas une arme, c'était une clé. Une clé que je n'avais jamais vue, une clé qui portait le sceau d'une institution donnant de secrets. Il me l'a tendue, ses mains tremblant de plus en plus. « Si jamais il m'arrive quelque chose, Élise, si jamais il nous trouve, cette clé te donnera accès à ce qu'ils veulent vraiment, à la seule chose qui a de la valeur dans tout ce réseau, à la seule chose qui peut faire tomber tout leur système. » Il m'a regardé, une lueur de défi dans les yeux, une lueur que je n'avais jamais vue chez lui. Il était prêt à tout, prêt à sacrifier sa vie pour ce qu'il croyait être la justice. Il était redevenu l'homme que j'avais épousé, l'homme qui croyait en quelque chose de plus grand que lui-même, l'homme qui m'avait séduite par sa force, sa conviction, son intégrité. Mais alors qu'il me tendait la clé, un bruit a déchiré le silence de la nuit. Le bruit d'une vitre qui se brise, le bruit d'une voiture qui s'arrête derrière nous, les phares aveuglants qui nous éclairent. Marc a crié un cri de surprise, de panique, de peur pure. Il a essayé de redémarrer la voiture, mais c'était trop tard. Des ombres, des silhouettes armées sont sorties de la voiture. Marc a verrouillé les portes, a cherché une arme sous son siège, mais il n'y avait rien. La peur, une peur froide, tranchante, m'a envahi. J'ai regardé Marc, qui était en train de lutter, de se battre contre l'inévitable, et j'ai compris que cette nuit était la dernière de notre vie commune, la dernière de notre existence telle que nous la connaissions. Les silhouettes se sont approchées, leurs visages masqués, leurs gestes assurés. Ils ne voulaient pas parler, ils voulaient agir. Ils ont frappé contre la vitre une fois, deux fois, trois fois. La vitre a cédé, les éclats de verre ont volé dans l'habitacle. Marc a crié, un cri qui s'est éteint dans le silence de la nuit, un cri qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours.
Et alors que la porte était ouverte, que les ombres nous encerclaient, que je me sentais perdu, désespéré, j'ai compris une chose. La vérité n'était pas le début de la fête, elle était le début d'autre chose, de quelque chose de plus grand, de plus dangereux, de plus intense. La vérité était la clé de mon destin, et j'allais en fait la saisir. J'ai saisi la clé de Marc, je l'ai serrée dans ma main, je l'ai cachée sous ma logue, le métal froid et dur symbole une promesse, un espoir. Les ombres nous ont sortis de la voiture, nous ont forcés à marcher vers un endroit inconnu, vers un futur incertain. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais que j'allais me battre. Pour Marc, pour moi, pour la vérité. Car je n'étais plus la femme soumise, la femme ignorante, la femme trahie. J'étais une femme qui savait, une femme qui avait la clé, une femme qui était prête à tout pour reprendre le contrôle de sa propre existence. La nuit était sobre, froide, menaçante, mais dans le creux de ma main, la clé brillait, une lueur d'espoir, une promesse, un début. Et alors que nous avancions vers l'inconnu, j'ai su que la partie ne faisait que commencer. Et que le prix à payer pour ma liberté serait, sans aucun doute, le plus cher que j'ai jamais eu à payer. Les portières ont claqué dans le silence de la campagne, un son sec définitif qui a fait vibrer les os de mon crâne. Ils nous ont traînés vers le bas-côté, là où l'herbe haute, trempée par la rosée, a commencé à imbiber mes chaussures. L'air était glacé, une morsure sur mes joues, mais je ne tremblais plus. J'étais porté par une sorte de calme clinique, une dissociation totale qui m'a permis de regarder mes ravisseurs comme s'ils étaient des spectres, des ombres sans consistance. Marc était devant moi, les mains liées dans le hindosf, le visage tuméfié par le coup qu'il avait reçu au moment de l'intrusion. Il ne me regardait pas. Il gardait les yeux fixés sur le sol, les épaules basses, comme si le poids de ses mensonges s'était en fait matérialisé en une chape de plomb. Celui qui semblait diriger les opérations portait un long manteau sobre. Il ne criait pas, il ne donnait aucun ordre inutile. Sa simple présence suffisait à faire plier l'espace autour de nous. Il s'est approché de Marc et a posé une main sur son épaule. Ce n'était pas un geste violent, c'était le geste de propriétaire qui récupère un objet défectueux. J'ai senti la clé, ce morceau de métal froid, peser contre ma logue. C'était mon talisman, mon dernier lien avec la femme que j'aurais dû être, et le premier pas vers celle que je devenais par la force des choses. Marc a articulé quelques mots, une supplique étouffée, un mélange de regrets pour les dettes non payées et de promesses de coopération. Chaque syllabe qu'il prononçait était une insulte à ma mémoire. Il vadait notre vie, nos souvenirs, notre appartement, nos dimanches au parc, tout ce que je croyais sacré, pour quelques jours de répit supplémentaires. J'ai ressenti un dégoût si profond, si pur, qu'il a été toute la peur que je ressentais. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. C'était un homme qui s'était vendu à un système, et qui, en tombant, essayait de m'entraîner dans sa chute pour ne pas mourir seul. Le meneur s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient comme deux disques d'acier, vides de toute humanité. Il m'a saudé, cherchant peut-être un signe de panique, une faille dans ma cuirasse. J'ai soutenu son regard, avec une impassibilité que je n'aurais jamais cru possible une heure plus tôt. Il a fait un pas vers moi, et j'ai senti le souffle de la nuit passer entre nous. Il a posé une main sur ma joue. Sa peau était rugueuse comme du papier de verre. Il a murmuré que les secrets finissaient toujours par tuer ceux qui les portaient, et que j'avais fait une erreur en voulant jouer dans la cour des grands. J'ai ouvert la bouche, non pas pour hurler, non pas pour supplier, mais pour recracher la clé au moment où il s'y attendait le moins. Le métal a brillé une fraction de seconde dans la lumière des phares, avant de tomber dans la terre meuble, à mes pieds. Il a cru que je le suppliais, que je me rendais, que je cherchais à le distraire. C'est là qu'il a commis l'erreur fatale. Il a baissé la garde, porté par son arrogance habituelle, par cette certitude que les femmes ne sont que des accessoires dans leur mode d'homme. J'ai profité de ce millième de seconde pour me jeter en arrière, cherchant l'ombre, cherchant la survie. Marc a hurlé. Ce n'était pas un cri de douleur, c'était un cri de rage, une explosion de tout ce qu'il avait gardé au fond de lui. Il s'est précipité sur le meneur, le faisant basculer dans la boue. Une bagarre a éclaté, un chaos de membres, de souffles courts et de grognements étouffés. Je n'ai pas attendu. J'ai couru vers la route, mes jambes propulsées par une adrénaline primitive, la peur de mourir laissant place à la nécessité de vivre. Je n'ai pas regardé derrière moi. Je n'ai pas vu qui a gagné, je n'ai pas vu le sort de Marc. J'ai juste couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, jusqu'à ce que la route se perde dans le lointain, vers les lumières de village qui semblaient être le dernier refuge possible. La nuit a fini par se têter de gris et d'essis, le signe avant-coureur de l'aube. Je me suis retrouvé devant une station-service abandonnée, une carcasse de béton et de verre brisé, vestige d'un autre temps. Je me suis effondré derrière un vieux réservoir à l'abri du vent. Mes mains étaient griffées, mon visage couvert de boue, et je portais les stigmates d'une vie qui venait de s'effacer. J'ai regardé mes mains vides, tremblantes. La clé était restée là-bas, dans la terre humide, un secret enterré avec ce qui restait de mon mariage. Il n'y a pas eu de retour à la normale.
Il n'y a pas eu de retour à cet appartement du 17e, ni à ces petits déjeuners silencieux, ni à cette illusion de bonheur que je m'étais fabriquée. Je suis devenu un fantôme. J'ai compris que ma vie, telle que je l'avais construite, était un mirage. Marc n'était pas le pilier de ma vie, il en était le poison. Je n'étais pas sa femme, j'étais le témoin gênant, la pièce manquante d'une équation que j'avais refusé de voir. Aujourd'hui, je regarde la mer. Elle est immense, est différente, est finie. Le sel picote mes yeux, mais il ne pleure plus. J'ai tout laissé derrière moi, les noms, les dettes, les trahisons, les visages des hommes qui pensaient pouvoir me réduire au silence. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Marc, je ne veux pas le savoir. S'il est en vie, il est le prisonnier de ses propres démons. S'il est mort, il a en fait trouvé la paix qu'il cherchait dans le mensonge. Il y a une étrange liberté dans le dépouillement. J'ai appris que l'on n'a pas besoin de grand-chose pour survivre, juste de ces 2 mets de souffle constant et de la capacité à ne plus se mentir. Parfois, la nuit, quand le vent se lève, j'entends encore le bruit de la vitre brisée, l'écho de cette vie que j'ai quittée. Mais ce n'est plus de la peur. C'est le souvenir d'une mue nécessaire, douloureuse, absolue. Je suis une femme qui a tout perdu pour en fait se trouver. Je ne regrette rien. Ni la confiance que j'ai donnée, ni la douleur que j'ai traversée, ni le vide qui m'entoure désormais. Car dans ce vide, pour la première fois, il n'y a plus que moi. Je marche sur le sable, le vent dans les cheveux, écoutant le ressac, ce bruit éternel qui efface les traces de ceux qui passent avant nous. Je suis là, je respire, je suis vivante. C'est tout ce qui cote. La vie est un souffle, une ombre qui passe, et je choisis en fait d'être celle qui regarde, celle qui sait, celle qui marche, sans jamais se retourner. Le soleil se lève en fait sur l'horizon, une ligne de lumière pure qui perce les nuages. Il n'y a aucune leçon à tirer, aucune morale à cette fait. Il y a juste le jour qui recommence, une page blanche sur laquelle je vais écrire cette fois ma propre histoire. Le froid du matin est piquant mais il est vivant, il est vrai. Je prends une dernière respiration profonde, je sens l'air remplir mes poumons propres libres, vierges de tout mensonge. J'avance pas après pas, vers cet inconnu qui ne m'effraie plus, car je sais maintenant que le seul vrai danger, c'était de ne pas être soi-même. Le silence autour de moi n'est plus lourd, il est immense, il est à moi. Je suis en fait à la maison, là où je ne crée plus rien, car je suis tout ce dont j'ai besoin.